je suis médecin biologiste, donc cytologiste et cytométriste à l'hôpital Henri Mondor, donc à Créteil, à l'est de Paris. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui, effectivement, du diagnostic biologique de la LMMC. Alors, pardon, voilà, c'est bon. Donc, on va juste reprendre les critères actuels de diagnostic de la LMMC. Donc, je voulais vous refaire un tout petit peu d'historique et vous dire qu'initialement, donc lors de l'établissement de la classification de la FAB, donc en 1976, donc si vous ne savez pas à quoi ressemble la classification FAB, en fait, c'est un petit feuillet en format A5 hein, qui fait 4-5 pages. Donc, ça n'a rien à voir avec les nouvelles classifications OMS, hein, qui sont des livres qui sont de plus en plus gros au fur et à mesure des éditions, parce que nos amis molécularistes rajoutent énormément d'informations sur ces différentes hémopathies. Et donc, initialement, la LMMC était classée au sein des syndromes myélodysplasiques, et depuis 2001, elle fait partie, c'est le chef de file, des formes frontières entre les syndromes myélodysplasiques et puis les néoplasies myéloprolifératives. Alors pourquoi ? Parce que cette maladie, elle se manifeste par une composante proliférative, donc qui va toucher bien entendu les monocytes, et puis parfois la lignée granuleuse, et puis également une composante dysplasique, alors qui est inconstante, hein, c'était une des questions du quiz, mais qui peut toucher toutes les lignées. L'incidence qui probablement est sous-estimée est de 0,4 pour 100 000 habitants par an, et donc le sexe ratio est en faveur des hommes, et un âge moyen de diagnostic, hein, c'est une pathologie du sujet âgé comme les syndromes myélodysplasiques, de 70 ans. Donc le diagnostic, il est souvent fortuit, on va voir, ça va donc faire le diagnostic sur la présence d'une monocytose sur l'hémogramme, où il peut être plus rarement finalement la conséquence, suite à des symptômes qui sont la conséquence de cytopénie, d'altération de la réponse immunitaire, et c'est une maladie qui est souvent accompagnée de manifestations auto-immunes. On y reviendra aussi. Et puis il peut y avoir des signes généraux, la présence d'une splénomégalie ou encore une atteinte cutanée. Alors sur l'hémogramme, parce que c'est lui le plus souvent qui va attirer l'attention, on va retrouver une monocytose donc, qui est définie pas uniquement, et ça c'est depuis 1976, sur une valeur quantitative de 1 giga par litre. Donc cette monocytose, elle est extrêmement variable, hein, elle varie de 2 à 8 gigas en valeur médiane, mais elle peut être très importante et aller jusqu'à 80 gigas. Et elle peut être associée à une polynucléose neutrophile, voire à une myélémie, mais toujours inférieure à 10%, sinon on ne pourra pas classer la maladie en LMMC. L'anémie est fréquente, hein, souvent normo-macrocytaire, et puis on peut voir une thrombopénie dans 50% des cas. Alors je vous le disais, la dysmyélopoïèse est inconstante, donc on peut voir sur le frottis des signes de dysgranulopoïèse, plus ou moins des monocytes dystrophiques, mais elles ne seront pas présentes tout le temps. L'hyperéosinophilie est rare, et quand elle est présente, elle doit vous inciter à rechercher un réarrangement des gènes impliquant le récepteur du PDGF et du FGF, voire le réarrangement de PCM1, JAK2, et s'ils sont présents, de la même façon, l'entité ne sera pas classée en LMMC. Et puis, un point important, la blastose doit bien entendu sanguine, et puis on va voir médulaire également, doit être inférieure à 20%, et on doit inclure dans le compte les blastes et ces fameux promonocytes que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, puisque quand on va faire un myélogramme chez ces patients, on retrouvera des frottis riches, encore une fois une dysmyélopoïèse possible pouvant toucher les 3 lignées. On peut retrouver une monocytose médulaire qui est souvent supérieure ou égale à 5%, mais attention, ce n'est absolument pas un critère de diagnostic ni de classification de la LMMC. Et puis je vous ai remis, alors je sais qu'il y a peut-être quelques biologistes dans la salle, mais voilà, si vous n'êtes pas, ou si peut-être vous êtes passé dans des laboratoires d'hématologie cellulaire, donc vous avez déjà vu des monoblastes. Hein. Donc le monoblaste, ce sont ces cellules blastiques qui ont un noyau régulier, et en fait ce qu'on appelle le promonocyte, c'est en fait une cellule qui ressemble vraiment à un monoblaste, mais qui va avoir un noyau présentant des irrégularités. Donc ces deux types cellulaires-là sont des cellules immatures, des blastes, et doivent être décomptés comme des blastes. Et donc quand on dit que les promonocytes, donc ce stade-là doit être inclus dans le décompte de blastes pour savoir si on est face à une LMMC ou si on est passé au stade de leucémie aiguë. Attention, alors là encore, pour m'être fait avoir quelquefois, il faut faire très attention à ce qu'on appelle les poussées blastiques de ces malades qui ont, je vous l'ai dit, des manifestations inflammatoires fréquentes, et on peut se faire avoir avec vraiment une augmentation du pourcentage de blastes au-delà de 20%,
qui va faire signer au cytologiste un diagnostic de leucémie aiguë. Et en fait, le malade, quand le phénomène inflammatoire régresse, eh bien quand on réévalue sa moelle, on aura une décroissance du pourcentage de blastes. Et donc, le patient n'était pas en stade de leucémie aiguë. Donc, faites très attention aussi à vous quand vous interprétez des comptes rendus de myélogrammes de ces patients. Pardon, je vais aller trop vite. Donc, simplement pour vous montrer la subtilité de la révision de la classification OMS, donc j'ai mis OMS 2017, parce qu'effectivement les publications dans Blood sont sorties en 2016, mais le livre il est imprimé en 2017, donc moi j'appelle ça la classification OMS 2017. Donc le critère, ce qui a changé en 2017, c'est qu'a été introduit en plus du critère quantitatif de 1 giga par litre, la nécessité que les monocytes représentent au moins 10% des cellules de la formule leucocytaire. Et ça, je vais vous le montrer avec une étude que nous avons faite. C'est un problème, parce que les formes très prolifératives peuvent se retrouver avec, finalement, à ne pas dépasser ces 10% de monocytes, alors que ce sont d'authentiques LMMC, mais on ne devrait pas, théoriquement, les classer en LMMC selon ce critère. Et puis, l'autre nouveauté, c'est l'introduction d'un type, finalement, équivalent au SMD sans excès de blast, donc l'AMMC stade 0, qui n'existait pas avant, puisque vous aviez le stade 1 qui allait de pas d'excès de blast à un discret excès de blast. Donc maintenant, il y a un stade LMMC 0 qui est inclus, qui serait de meilleur pronostic. C'est pour ça qu'il a été isolé. Sur le plan cytogénétique et moléculaire, donc, au niveau du karyotype, les anomalies cytogénétiques sont retrouvées dans 30 à 40% des cas. Elles ne sont absolument pas spécifiques. Et puis sur le plan moléculaire, et puis c'est parfait parce qu'on aura Nicolas qui pourra nous faire des commentaires si besoin, voilà, on retrouve en moyenne énormément de mutations. Le travail de l'équipe d'Eric Solari avait montré qu'on pouvait retrouver dans les monocytes des patients, d'un même patient, on pouvait retrouver jusqu'à en moyenne 14 mutations. Aucune mutation n'est spécifique. Toutefois, quand on trouve les mutations d'ASXL1, de TET2 et de SRSF2, voilà, ça donne une ambiance, on va dire, LMMC, sans que ce soit totalement spécifique de cette hémopathie. Donc, il n'y a pas d'utilisation en routine, d'autant plus que ces gènes, on peut les retrouver aussi mutés dans le cadre de la présence d'une hématopoïèse clonale. Donc, il nous faut vraiment la présence d'une monocytose pour faire le diagnostic. Les anomalies moléculaires, donc ça c'est juste pour vous redire qu'elles regroupent en fait des gènes qui sont impliqués dans des fonctions épigénétiques, et c'est vraiment une maladie qui touche la régulation épigénétique, des gènes impliqués aussi dans l'épissage, la signalisation, puis d'autres fonctions cellulaires. Hop, ça marche plus. Sur le plan donc ça aussi c'est des travaux qui émanent de l'équipe d'Eric Solari, qui avait cherché à identifier finalement à côté des monocytes, savoir ce qu'il y avait comme cellules pathologiques chez les patients, et ils avaient montré que finalement les granuleux, qu'il y avait une population de granuleux immatures qui appartient aux clones pathologiques. Et là, actuellement, l'équipe est en train de montrer que ces granuleux immatures ont des fonctions de myeloid-derived suppressive cells. Et également, ils ont publié récemment la présence de cellules plasmacytoïdes dendritiques qui appartiennent également aux clones malades. Donc cette maladie, on l'a vu, elle est caractérisée par une monocytose. Donc bien entendu, les cytométristes, depuis des années, ont essayé de voir si ces monocytes les monocytes des malades présentaient des particularités par rapport à d'autres, aux monocytes de sujets sains. Donc c'est essentiellement des études qui ont porté sur les monocytes de la moelle, et non pas du sang. Et effectivement, vous voyez, je vous ai regroupé, il y a tout un tas d'anomalies qui a été décrites, des surexpressions de certains marqueurs, notamment du CD56, avec des infidélités lignées, puisque ce sont des marqueurs lymphoïdes, le CD56, le CD2, et puis une diminution d'expression de nombreux marqueurs, notamment des marqueurs qui sont dits très spécifiques de la lignée monocytaire, comme le CD14, le 36, le 64. Voilà. Mais même, vous voyez, il y a des travaux qui datent quand même depuis un certain nombre d'années, je ne vous ai pas mis les plus anciens, mais même en étudiant différentes combinaisons d'anomalies de ces marqueurs, les auteurs n'arrivaient pas à obtenir une spécificité et une sensibilité correcte pour pouvoir utiliser l'expression de ces marqueurs comme un outil diagnostique. Voilà, et puis je tiens à redire, parce que vous verrez tout à l'heure que c'est important, qu'en plus toutes ces études ont étudié l'expression de ces marqueurs en sélectionnant positivement les monocytes sur l'expression du CD14, et on va voir que c'est probablement pour ça qu'on n'a pas trouvé d'anomalie à l'époque. Donc il y avait jusqu'à quelques années pas d'utilisation en routine.
Alors juste pour revenir devant la monocytose, est-ce qu'on doit toujours évoquer une LMMC? Bien sûr que non. Je voulais juste vous rappeler que c'est un symptôme biologique extrêmement fréquent. Moi j'avais comme ça refait une petite étude, enfin juste une analyse statistique de savoir combien d'hémogrammes chez nous à Mondor présentés pour des patients qui venaient pour la première fois une monocytose, et c'est environ 5% de nos hémogrammes. Donc c'est quand même vraiment hyper courant hein, en prenant le critère de 1 giga par litre. Les étiologies, bien sûr, en premier lieu, on va devoir éliminer une monocytose réactionnelle, mais il faut savoir, devant symptômes extrêmement fréquents, hein, parce que vous savez bien sûr qu'un syndrome infectieux, un syndrome inflammatoire ou encore un cancer peuvent entraîner une monocytose. Et le challenge pour le biologiste, mais aussi pour le clinicien que vous êtes, ça va être de penser devant un symptôme biologique extrêmement fréquent à une hémopathie rare, qui n'aura pas forcément une symptomatologie évidente. Pensez également qu'il peut s'agir d'une néoplasie myéloproliférative avec monocytose, alors on est encore dans l'hémopathie plus rare, notamment une myélofibrose primitive ou une thrombocytémie essentielle qui peuvent s'accompagner d'une monocytose. Mais dans ces cas-là, on aura des signes évocateurs sur l'hémogramme, bien sûr, qui sera différent. Donc ce qui a changé, c'est qu'en 2010, une société, en fait les immunologistes ont revu la classification des sous-populations monocytaires circulantes. Et sur la base de l'expression de deux marqueurs, donc il y avait le CD14 qui est, je vous le rappelle, récepteur aux lipopolysaccharides bactériens, et puis le CD16 qui est le récepteur de faible affinité du fragment FC des IG. Voilà, sur un histogramme biparamétrique, alors je ne sais pas si vous êtes tous très à l'aise avec les représentations de cytométrie en flux, mais là on a l'expression du CD14 et là l'expression du CD16. Et donc ici, vous avez là, quand on regarde au sein des monocytes totaux, donc ce sont des expressions relatives, et bien la majorité des monocytes qu'on va voir en circulation, ce sont des monocytes dits classiques qui expriment, vous voyez, très fortement le CD14, d'accord, et il n'y a pas d'expression de CD16, d'accord. Ces monocytes-là, on les appelle monocytes classiques ou CMO ou MO1. Et puis, il y a une deuxième population qu'on appelle les monocytes intermédiaires. Vous voyez, c'est des monocytes qui conservent le même niveau d'expression de CD14, mais qui commencent à exprimer le CD16. Donc ces deux populations-là, en fait, c'était les populations qu'on connaissait tous quand on faisait de la cytométrie. On nous apprenait, vous regardez les monocytes, vous les sélectionnez sur le CD14, et puis vous aurez une petite partie qui va exprimer le CD16. Ce sont les monocytes inflammatoires. Et voilà. Et ce qui est apparu en 2010, c'est cette dernière population, vous voyez, qui fait le double des monocytes, à peu près quantitativement, le double des monocytes intermédiaires. Et vous voyez qu'elle a la particularité d'être vraiment, on a un continuum d'expression. Il n'y a plus d'expression de CD14, on reste sur le même niveau d'expression de CD16. Et ces cellules, elles perdent le CD14, donc elles n'étaient pas autrefois identifiées comme des monocytes. Donc ça, c'était un peu la nouveauté. Donc pour pouvoir caractériser ces populations, il ne faut bien sûr pas utiliser un mode de sélection positif sur un marqueur monocytaire, puisque non seulement elle n'exprime pas le CD14, mais elle exprime plus faiblement tous les autres marqueurs monocytaires. Donc l'idée, ça a été de développer une stratégie d'exclusion, parce que vous voyez que ces fameux monocytes classiques que j'ai colorés là en bleu ciel se superposent avec les cellules NK, et puis éventuellement, si on a des polynucléaires neutrophiles qui expriment plus faiblement le CD16, qui est le cas en cas de dysplasie, eh bien, ils vont venir aussi se chevaucher. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de développer par cytométrie en flux une stratégie dite d'exclusion pour récupérer au sein de toutes ces populations matures du sang, uniquement les populations monocytaires. Donc ça, c'est une stratégie qu'on a développée avec Dorothée Célimo-Lubuet à l'IGR et que nous avons brevetée. Sur le plan juste fondamental, la phylogénie de la maturation de ces trois populations monocytaires, elle était jusqu'à présent assez controversée, à savoir s'ils venaient de deux progéniteurs distincts ou bien il s'agissait d'une conversion monocyte classique vers monocyte non classique. Au final, il y a des travaux assez élégants de Patel et de ses collaborateurs qui montraient qu'on est vraiment dans un système de conversion et de maturation du monocyte classique au monocyte non classique. Donc dans la LMMC, vous allez me dire, bien sûr, on s'est jeté sur les patients atteints de LMMC. On s'est d'abord jeté sur des donneurs sains, donc pour voir si on retrouvait bien ces populations, et c'était le cas. Les patients qui présentaient une monocytose réactionnelle, en fait, ils ont un profil où souvent ils ont une augmentation, soit des monocytes intermédiaires, soit des monocytes non classiques, ok. Et puis quand on a regardé des patients atteints de LMMC, quelle n'a pas été notre surprise de voir qu'on avait l'impression de ne plus voir de
on a l'impression de voir une accumulation, donc ces fameux monocytes classiques, au détriment des monocytes intermédiaires et non classiques. Alors bien sûr, on a analysé beaucoup de patients. On a fait une première cohorte d'apprentissage avec 53 LAMMC qui nous a permis, vous le voyez ici, donc de retrouver chez quasiment tous les malades cette accumulation de monocytes classiques. On avait étudié des patients atteints de monocytose réactionnelle, des hémopathies qui n'étaient pas des LAMMC et puis des sujets âgés contrôle. Et on avait pu, à l'aide de cette première cohorte d'apprentissage, déterminer une valeur seuil de 94%, au-dessus de laquelle on affirmait que l'accumulation de monocytes pouvait permettre un diagnostic de LMMC, vous voyez, avec une spécificité de 94% et une sensibilité de 92%, qui pour un test biologique est quand même assez satisfaisant. Alors on a montré que cette signature phénotypique, elle était indépendante de la valeur absolue de la monocytose, indépendante de la présence des mutations des anomalies cytogénétiques, indépendante de la forme de LMMC proliférative versus dysplasique. Donc je ne l'ai pas rappelé, mais c'était une question du quiz, c'est effectivement sur le nombre de globules blancs à 13 giga par litre qu'on fait la définition, et ça date de la classification FAB. Et puis, à l'époque, on n'avait que les types 1 et 2, et donc c'était indépendant du type de leucémie. On a montré aussi chez des patients qui étaient non traités que cette accumulation elle était stable au cours du temps, et puis on a montré que chez les patients qui répondaient aux agents déméthylants, eh bien, vous voyez, on restaurait la maturation, donc c'est vraiment une maturation des monocytes classiques vers les monocytes non classiques. Alors voilà, je vous ai représenté ici, parce que ça, dès la première publication, en fait, on avait vraiment regardé et on avait vraiment vu que les patients avaient, c'était vraiment au détriment des monocytes non classiques. On a vraiment une disparition de cette population-là, puis ça allait vraiment c'est en accord avec les travaux publiés par Patel d'une maturation et d'une conversion des monocytes non classiques vers les non classiques. Alors, voilà, ces mécanismes commencent à être un peu élucidés. Dorothée, qui est donc scientifique à l'IGR, a continué à travailler sur la partie fondamentale et elle a montré que, en fait, un micro-ARN, MIR150, présenté chez les patients atteints de LMMC une hyperméthylation du promoteur qui a entraîné une sous-expression de ce micro-ARN et qui était à l'origine, a priori, du blocage de maturation. Voilà, donc des pistes en cours d'études. Par ailleurs, cette accumulation, elle a été, et ce qu'on avait publié en 2015, ça a été repris dans Blood en 2017. Alors c'était marrant parce que c'est une équipe, c'est Eric Padron, qui est un grand spécialiste, qui est le spécialiste américain de la LMMC. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, nous, notre papier était passé en 2015 un peu, je ne vais pas dire inaperçu, mais on a pu publier, mais on a eu droit en fait à un éditorial posthume, je l'appelle, puisqu'en 2017, voilà, ils se sont souvenus qu'en fait une équipe française avait publié en 2015, et donc ils nous ont cité, bon, à la même hauteur que Padron, qui analysait donc 29 LMMC, mais bon, on était cités, donc on était quand même contents, et surtout on était contents qu'une équipe indépendante reproduise nos résultats. Il y a eu un autre travail d'un autre chercheur, Patnaik, qui a publié lui aussi l'intérêt que présentait cette signature phénotypique pour distinguer, comme je vous le disais en introduction, la LMMC des néoplasies myéloprolifératives associées à la monocytose. Bon, les effectifs sont aussi assez réduits, parce qu'il y avait 15 LMMC et pas beaucoup plus de néoplasies. Oui, ils arrivent à publier avec des chiffres très, très, très réduits. Et voilà. Et donc, ils ont l'air de montrer que la signature, en tout cas, semblait spécifique de la LMMC. Alors nous, on a continué à accumuler, à étudier bien sûr des patients. Et puis quand la révision de 2017 a été publiée, on s'est dit tiens, on va revoir avec les nouveaux critères de classification ce qu'on peut faire. On a repris 158 patients. Vous voyez, il y avait 152, du coup, il y avait 6 patients qui ne répondaient pas à ce fameux critère des 10%. Donc j'attire votre attention, c'était tous des patients en forme proliférative. D'accord. Donc bon, là pour cette publication, on a considéré qu'on devait les exclure. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Et puis on a regardé bien sûr le profil phénotypique. On a retrouvé, et ça c'était quand même assez rassurant de reproduire ses propres résultats, que 141 patients présentaient bien cette accumulation de monocytes classiques au-dessus de 94%. Et on a amélioré légèrement la sensibilité, on est monté à presque 93%. Et puis en regardant selon sous-type, on avait vraiment l'impression, voilà, on n'avait plus aucun faux négatif au niveau des LMMC2, donc on a l'impression que la sensibilité finalement elle augmentait avec le sous-type. Alors on s'est bien sûr intéressé aux faux négatifs.
Et on avait 2 types de faux négatifs. On avait des patients qui avaient, la moitié à peu près, qui avaient un profil complètement normal. Donc cela, c'est la question, c'est est-ce qu'il s'agissait vraiment de LMMC? Ces patients-là, on les a suivis au final, c'était probablement pas d'authentique LMMC, mais je dois dire qu'actuellement, on voit des patients qui ont ce profil complètement normal. Donc ça, c'est une des pistes sur lesquelles on est en train de travailler. Et puis surtout, on a repéré des patients qui avaient un profil qu'on n'avait pas su repérer, bien sûr, quand on a commencé à étudier ces phénotypes, mais vous voyez qu'il y avait un profil très particulier avec cette accumulation de M1, et puis en fait ils étaient capables de maturer des MO2, mais pas du tout des MO3. Donc, et avec une population de MO2 qui partait, vous voyez, au lieu de je fais n'importe quoi. Voilà, au lieu de partir comme le font les profils normaux, partez vraiment plutôt en vertical. On s'est dit, oh, ça ressemble à quoi? Alors bon, au début, on s'est dit, on va appeler ça la French tit, puis on s'est dit que ça n'allait pas être vendeur. Donc on est parti sur un bulbe d'oignon. Voilà. Donc on a appelé ça le bulbous aspect. Et donc en fait, on a remarqué que cet aspect, il était vraiment chez une patiente d'Eric Solari, c'était très parlant, qui avait fait une chondrite auriculaire. Voilà, et ben au moment de l'épisode inflammatoire, alors qu'avant elle avait un profil avec une accumulation de MO1, eh bien elle a augmenté son pourcentage, sa quantité de cellules monocytaires intermédiaires. Et en fait, je vous l'ai dit, ce sont des pourcentages relatifs. Donc dès que vous avez une population qui augmente, forcément c'est mathématique. Eh bien, on se retrouve avec la population de monocytes classiques qui quantitativement passe sous le seuil de 94%. Voilà, donc c'est pour ça que cette analyse, elle n'est pas que quantitative, hein, c'est plutôt une analyse qualitative. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'a accrédité. Et en montrant qu'il faut interpréter le profil et dire que quand on a un aspect en bulbe, c'est en faveur d'une LMMC associée à un contexte inflammatoire. Voilà. Et après, vous voyez, quand elle avait son épisode inflammatoire a régressé, elle a retrouvé une répartition typique de LMMC. Donc là encore, je vous l'avais dit, attention à l'inflammation pour l'interprétation des myélogrammes, mais aussi pour l'interprétation du phénotype. Donc on n'est pas aidé pour le phénotype. Juste ça, parce que je fais un petit peu de promotion. À l'époque, on a fait une petite étude, c'était une de mes internes, Siem Tarfi, qui maintenant est PH, qui avait fait une enquête. Et donc l'enquête datait de 2016. En 2016, on avait publié le Blood en 2015, mais on avait énormément communiqué, que ce soit Eric Solari ou nous auprès des cytométristes. Eh bien, on avait interrogé les 48 centres, les 48 CHU français, et 30 à l'époque s'étaient mis à mettre le phénotype en place. Et je trouvais ça assez intéressant de vous montrer que pour plus d'un tiers des cas, c'était parce que leurs cliniciens l'avaient demandé. Et ça, je trouvais que c'était assez gratifiant pour nous. On avait récupéré des fichiers bruts de cytométrie, parce que c'est ça l'intérêt de la cytométrie, c'est qu'on peut réanalyser derrière. Et on avait montré qu'en fait, tout était bien corrélé, il n'y avait pas de biais majeur, et puis on avait une excellente concordance. Cet effort d'harmonisation, on le continue au sein d'une association de cytométrie qui est récente, qui a été créée en 2018, qui s'appelle CITEM, pour cytométrie en hématologie, puis qui permet des petits jeux de mots. Si t'aimes bien, tu nous rejoins. Si t'aimes pas, tu viens. Voilà, on était assez contents parce que vous savez, les GFHC, GFCH, GBMHM, voilà, on a un peu marre des acronymes. Donc en fait, cette association, elle travaille par groupe de travail sur des pathologies. Et donc moi, je coordonne. Ah oui, je l'ai mis plus tard, mais bon. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer, puisque tout le monde fait plein de choses et souvent on n'est pas forcément, peut pas s'occuper et connaître tout sur toutes les pathologies. C'est vraiment de proposer des protocoles clés en main, des stratégies de gating pour vraiment aider n'importe quel biologiste à mettre en place la technique dans son laboratoire, et que vous soyez, vous, en tant que clinicien prescripteur, et bien sûr que tout le monde fait à peu près la même chose sur le territoire. Et ça, je trouve que c'est assez sympa. Donc je pilote ce groupe avec la fameuse Dorothée dont je vous ai beaucoup parlé, qui est elle, et Siem Tarfi. Et puis, on a lancé en décembre dernier notre première campagne de CIL. Alors le CIL, c'est un acronyme de l'accréditation qui veut dire Programme de comparaison interlaboratoire. Et on a envoyé des fichiers. 47 centres se sont inscrits, vous voyez, des centres francophones, 43 centres français, mais aussi 2 centres belges, un suisse, un luxembourgeois. Et en fait, on partage des fichiers, ils nous renvoient les analyses, et comme ça, on peut permettre vraiment d'harmoniser les pratiques en France sur cette pathologie. Donc moi, j'ai piloté en plus, sur le plan européen, une étude qui a réuni 10 centres, là, qui s'est finie. J'ai pu récupérer 268 fichiers de cytométrie qui avaient été réalisés sur 100 périphériques, montrer qu'en fait, en faisant une réanalyse de l'ensemble des fichiers, j'étais assez bien corrélée sans biais majeur. Et puis, on avait pu récupérer pour 215 patients un diagnostic final. Et vous voyez, bon, avec certains patients, il y avait des faux positifs, et puis vous voyez, on avait
on avait quand même plus d'une dizaine de néoplasie myéloproliférative avec monocytose, et on n'avait qu'une seule qui présentait une accumulation finalement de monocytes classiques, donc c'était assez concordant avec ce qui a été publié. Et du coup, comme c'était une cohorte indépendante, on a pu s'amuser, enfin je me suis amusée à refaire un test ROC pour voir quel seuil on trouvait quand on prenait et sans tricher, voilà, j'ai retrouvé 93,9, donc c'est-à-dire que ce seuil de 94%, on avait arrondi à l'époque, hein, parce qu'on ne voulait pas un chiffre à une décimale, on voulait vraiment un seuil, eh bien c'est un seuil robuste qui est validé. Voilà, donc bien sûr, je vous fais la promotion de ce phénotypage, mais bien sûr, comme toujours, il y a quelques limites. Les limites techniques préanalytiques et les difficultés de fenêtrage, c'est ce qu'on essaie vraiment de lever avec ce groupe CITEM LMMC. Mais il y a des difficultés d'interprétation, il faut que vous les connaissiez. Donc ça, c'était un travail, c'est Laurine Chia qui avait fait sa thèse bibliographique avec moi. On a pu vraiment revoir, d'ailleurs, on a découvert des choses. Donc on savait, en sortie d'aplasie, ce sont vraiment, et donc ça va vraiment, c'est dans le même idée que le travail de Patel, ce sont d'abord les monocytes classiques qui sortent de la moelle, et ensuite la maturation se fait progressivement. Donc vous aurez forcément un phénotypage faussement positif si vous faites phénotyper votre patient en sortie d'aplasie. Le traitement par corticoïdes et immunoglobuline IV donne aussi des faux positifs. Je ne peux pas vous expliquer le mécanisme physiopathologique, mais clairement, il y a un blocage aussi de la maturation. Mais là, les deux populations disparaissent, MO2 et MO3. Et puis, l'équipe d'Eric Solari a montré que les patients qui faisaient des formes sévères d'infection Covid semblaient avoir une accumulation aussi de ces monocytes, donc ça pouvait gêner l'interprétation du phénotypage monocytaire. Les faux positifs, les faux négatifs, on en a un tout petit peu parlé déjà, c'est les états inflammatoires associés à la LMMC avec ces aspects en bulbe. Et juste pour aller un petit peu plus loin sur ces aspects en bulbe, on a essayé de trouver un marqueur spécifique de cette population MO3 parce que c'était quand même une analyse un peu subjective d'une image de cytométrie, et du coup on s'est intéressé, voilà, cette disparition, s'est intéressé au marqueur SLAN. Donc SLAN, c'est pour 6-sulfolacnac, c'est en fait une P-sélectine qui est légèrement modifiée et qui avait été décrite initialement comme étant un marqueur de cellules dendritiques. Voilà. Mais à l'époque, les monocytes non classiques n'avaient pas été caractérisés. Donc certains ont dit aussi que c'était un marqueur de monocytes CD16+. Donc c'est un travail qu'on a fait avec CIEM également pour essayer de voir si on pouvait avoir un intérêt clinique de l'utilisation de ce marqueur. Et donc on a vu en étudiant différentes populations du sang que l'expression était restreinte aux monocytes dans le sang, et puis qu'au sein des 3 sous-populations de monocytes, elle était restreinte aux monocytes non classiques, mais que seule environ la moitié des monocytes non classiques expriment le SLAN, vous les voyez ici en rouge, et ce qui est marrant, vous voyez, c'est vraiment ceux qui ont le niveau d'expression de CD14 le plus faible, donc c'est vraiment, on dirait, l'étape ultime de conversion de ces monocytes. Donc on a bien sûr étudié de nouveaux patients, on avait étudié 50 patients avec une LMMC, donc on retrouvait une accumulation chez quasiment tous les patients, mais on avait quand même quelques patients faux négatifs, ceux-là avaient tous un aspect en bulbe, et quand on a étudié le marqueur SLAN, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment une diminution d'expression, et ce sont ces patients-là qui avaient les niveaux plus faibles de SLAN. Donc on a placé un seuil, alors qu'on a décidé, ma valeur de seuil a disparu, mais on a placé un seuil à 1,7%. On a décidé de placer ce seuil de façon à récupérer l'ensemble des LMMC, donc avoir 100% de sensibilité. Mais attention, en faisant ça, on a pris le risque que des monocytoses réactionnelles aussi présente un pourcentage inférieur à 1,7 de monocytes non classiques SLAN+. Donc voilà, 1,7, je vous l'ai mis là. Donc c'était vraiment pour avoir une sensibilité à 100%. Et donc je vous l'ai remis. Voilà, il y a quand même des faux positifs. Et du coup, ah oui, je vous le mets après. On a fait un algorithme diagnostic que j'ai mis après. Là, juste pour vous montrer rapidement que, exactement comme l'accumulation de MO1, la disparition des monocytes MO3 non classiques, elle est stable au cours du temps chez les patients non traités. Et puis, chez les patients traités par hydroxyurée, il ne se passe rien, mais traités par agent hypométhylant, c'est pareil. En fait, on récupère la population, cette population de monocytes non classiques SLAN+, avec la maturation. Voilà le logigramme, l'algorithme qu'on propose pour le diagnostic de la LMMC, c'est-à-dire quand on détecte une monocytose supérieure à 1 giga par litre et qu'on suspecte une LMMC, on fait un phénotypage sanguin. Si on trouve une accumulation de plus de 94% de monocytes classiques, c'est en faveur d'une LMMC. Si en revanche, il n'y a pas d'accumulation, on regarde s'il y a un aspect en bulbe. S'il n'y a pas d'aspect en bulbe, ce n'est pas en faveur d'une LMMC.
En revanche, s'il y a un aspect en bulbe, là vraiment, et ça aide les cytométristes. On leur dit de regarder, parce que tout est dans le même tube, bien sûr on ne fait pas deux tubes, le marqueur SLAN on l'ajoute au panel initial, et s'il y a moins de 1,7% de monocytes non classiques SN+, c'est en faveur d'une LMMC. Voilà, et puis juste pour finir, j'ai deux trucs à vous dire. Donc l'intérêt pronostic de la signature phénotypique, ça c'est Mathieu Gestin, que certains d'entre vous connaissent, qui a réalisé ce travail avec moi. En fait, on a repris, comme on s'était dit que tous les patients qu'on avait publiés en 2015, on n'avait pas bien vu les bulbes, on a repris tous les fichiers pour essayer de voir si ces patients, certains avaient des bulbes, et on a repris 98 patients pour lesquels on avait un suivi et 9 patients qui présentaient un bulbe pour lesquels on a un suivi. Et Mathieu a vraiment regardé le suivi clinique de ces patients et on a pu montrer que les patients qui avaient finalement ce profil, alors on va dire c'est vraiment un profil cytométrique qu'on a dit inflammatoire parce qu'on n'a pas souvent le marqueur, l'inflammation, pas souvent de pathologie inflammatoire associée. Donc en fait on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond au final, donc ça c'est la grande question. Mais en tout cas les patients qui présentent ce phénotype-là, ils ont clairement une survie globale qui est diminuée et ils évoluent moins vers des leucémies aiguës. Et puis simplement, parce que là on parle de LMMC et de monocytose, mais juste pour vous montrer une des choses qui nous a un peu intéressés, c'était de se dire, bon finalement, on voit des patients, nous biologistes, des patients SMD, puis vous aussi d'ailleurs, des patients SMD qui évoluent en LMMC, et on voulait en savoir un petit peu plus. Donc quand vous savez les 152 LMMC qu'on avait étudiés, on avait regardé, 15 avaient un antécédent de LMMC. Alors on s'est dit, tiens, on va regarder au diagnostic, est-ce qu'ils avaient vraiment, ils n'avaient pas de monocytose par définition, mais quand on regardait, ils avaient une moyenne de monocytes qui était quand même à 0,7, donc légèrement plus élevée, et puis certains, on avait repris tous les myélogrammes, 12 présentaient cette fameuse monocytose médulaire, donc qui est un critère de rien qui ne sert à rien actuellement, mais n'empêche qu'on retrouvait une monocytose médulaire. Donc on s'est dit, on va étudier de façon prospective des patients atteints de SMD au diagnostic. Donc on en a étudié 84. On a trouvé qu'environ un tiers présentaient une accumulation de monocytes classiques. On est d'accord, c'est des patients qui n'ont pas de monocytose par définition. Et on a regardé, donc en vert, vous avez ceux qu'on a appelés LMMC-like et les autres en rouge. Eh bien, les patients LMMC-like, ils ont présenté des monocytes circulants plus élevés statistiquement que les autres patients et également dans la moelle. Et on a pu en suivre la moitié, enfin une partie, 16, et en fait la moitié, bon c'est un petit effectif, mais la moitié en un an s'est transformée en LMMC. Donc voilà, donc on s'est dit que c'est quand même quelque chose, et on est en train de travailler sur ces mécanismes de transformation de SMD en LMMC. Donc simplement pour conclure, donc j'espère vous avoir convaincu que l'accumulation relative de monocytes classiques supérieure à 94%, ça permet le diagnostic de LMMC avec une excellente spécificité, une excellente sensibilité. Elle peut être masquée, attention, par l'augmentation des monocytes inflammatoires en cas de syndrome, enfin des monocytes intermédiaires, excusez-moi, en cas de syndrome inflammatoire. Qu'elle est détectée au diagnostic chez environ un tiers des patients SMD, la moitié étant susceptible d'évoluer en véritable LMMC, et qu'elle devrait être considérée, alors on espère, il y a une révision actuelle de la classification OMS, on était cité dans la précédente version, enfin l'accumulation de monocytes classiques, on espère qu'elle sera prise comme un critère majeur de diagnostic des LMMC et de ces fameux SMD LMMC-like, sachant que parallèlement, il y a des travaux qui ont été publiés sur l'identification de sous-groupes de SMD susceptibles d'évoluer vers des LMMC, donc il n'y avait pas d'analyse phénotypique dans ces travaux-là, mais voilà, il y avait des patients qui présentent une monocytose relative, c'est-à-dire moins de 1 giga mais plus de 10%, voilà, et puis les patients SMD qui présentent une monocytose médulaire. Voilà, et donc j'ai fini, je remercie bien sûr tous les gens qui ont participé à l'ensemble de ces travaux. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que c'est vrai que tu as posé le truc des blastoses fluctuantes dans les LMMC qui sont des fois des vraies questions un peu difficiles. Tout à fait. Est-ce que tu as regardé corrélation blast et bulbe? Non, ça on n'a pas fait. Mais tu as raison, on n'a pas fait. Parce que bon, faut aussi qu'on ait les patients au moment de la poussée blastique, mais c'est une bonne question et ça on ne l'a pas fait. Aider. Oui, bien sûr, mais ça pourrait être effectivement genre alerte, attention, s'il y a un bulbe, faites attention pour ça que je blasse. Mais moi je sais que j'ai fait pas mal de présentations à des cytologistes sur la LMMC et je dis vraiment de faire très attention parce que nous on a signé des diagnostics de leucémie aiguë authentiquement chez les patients qui ont, alors, et puis c'est bizarre, c'est vraiment ces malades-là qui font ça, les patients SMD font pas ça. Donc
voilà, mais c'est une vraie bonne remarque ce que tu dis, il faut qu'on regarde. Merci pour ce topo qui était très intéressant. Est-ce qu'on a des données sur le pronostic des patients qui ont un bulbe versus les LMMC standards ? En fait, c'est ça. Mathieu a essayé de de comparer en fait avec des scores pronostiques. Alors effectivement, ceux qui évoluaient plus mal avaient un score. En fait, on n'a pas trouvé de corrélation exacte avec les scores pronostiques. Il faudrait associer, je pense, éventuellement cet aspect. Alors je l'appelle inflammatoire, mais bon, c'est avec toutes les réserves, hein, vous comprenez, parce que ce qu'il faudrait surtout qu'on arrive à faire, c'est à mieux caractériser vraiment cet aspect que nous on voit phénotypiquement, qui parfois ne s'associe pas à. Alors on a souvent que la CRP, hein, je ne vais pas vous le cacher, donc il ne s'associe pas souvent à un marqueur inflammatoire. Et quand Mathieu a repris tous les dossiers pour voir si les patients avaient, si le clinicien avait noté, voilà, on ne retrouve pas forcément de pathologie inflammatoire connue. Alors dans les séries, les associations à des pathologies inflammatoires, c'est extrêmement variable, c'est entre 10 et 30% selon les articles. Donc ces malades ont quand même une propension à faire des pathologies inflammatoires. Et effectivement, il faudrait qu'on caractérise plus l'aspect phénotypique avec des marqueurs de l'évolution et voir la cinétique. Et voir comment on pourrait intégrer ça dans éventuellement un score pronostic. Là, c'est une première constatation. Alors, ce que je ne dis pas, c'est que Mathieu a repris derrière toute l'étude des patients SLAN. Alors, je ne sais pas si c'est parce que l'effectif est réduit, mais malheureusement, il soutient sa thèse la semaine prochaine, donc il a présenté que finalement, on n'a pas réussi à retrouver. Il y a une tendance, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Donc, je pense que c'est parce qu'on a une plus petite série. En plus, avec la pandémie, on a décidé d'arrêter le suivi avant le début pour ne pas biaiser. Donc, bon, peut-être que c'est pour ça, mais donc il faudra qu'on essaie de voir si on peut. Puis je ne sais pas si ça sert si les cliniciens seront forcément preneurs de ce type d'informations, mais on trouvait que c'était quand même un élément assez important à décrire au moins, et puis voilà, on va essayer de mieux le caractériser. Merci. Juste, pardon, une petite question sur oui. Le peu, effectivement, vu la très belle courbe ROC, mais sur le très peu de faux positifs, j'avais notion que les patients qui avaient une hyperleucocytose paranéoplasique pouvaient avoir justement cet aspect de monocytose, d'excès de monocytes classique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé, dont vous avez notion, ou est-ce que c'est de l'ordre du case report, quoi ? Alors, nous, effectivement, il y a certaines monocytoses réactionnelles on a étudié dans nos monocytoses réactionnelles, on a beaucoup de monocytoses paranéoplasiques, parce qu'on avait pris toutes les monocytoses réactionnelles qu'on pouvait voir. Et je peux pouvoir montrer les courbes, mais effectivement, tu as quelques faux positifs, mais ça reste quand même extrêmement rare. Alors, est-ce que c'est des patients qui, de fait, ont peut-être une LMMC sous-jacente ? Ça, tu vois, je ne sais pas. Mais c'est quand même vraiment pas le plus fréquent. Donc, à mon avis, à suivre, c'est pareil, à ce moment-là, refaire les phénotypages. J'ai juste une question par rapport à vos SMD, LMMC-like. Est-ce que vous avez une signature moléculaire qui peut faire penser à une LMMC ou alors pas du tout ? Si, mais ça, c'est des travaux en cours. Et effectivement, on a pu caractériser une anomalie un peu particulière chez ces patients. Mais j'en dirai pas plus aujourd'hui. Mais vous pouvez me réinviter.